Je préfère commencer avec la considération d'un effet. Edgar Poe. Tout n'est qu'une partie d'un tout extraordinaire, dont le corps est la nature et Dieu l'âme. L'occasion suit la perception. L'action suit l'inspiration. La croissance suit la connaissance. La distinction suit le progrès. C'est toujours le spirituel d'abord, puis sa transformation dans les possibilités infinies et illimitées de l'accomplissement. Alors comment éliminer la maladie? En nous harmonisant avec la loi naturelle qui est omnipotente. Comment procéder? En réalisant que l'homme est un être spirituel et que cet esprit doit nécessairement être parfait. Qu'en résulte-t-il? La reconnaissance consciente de cette perfection intellectuellement d'abord, émotionnellement ensuite, provoque la manifestation de cette perfection. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que la pensée est spirituelle et par conséquent créatrice et qu'elle entre en corrélation avec son objet et le manifeste. Quelle loi naturelle est mise en application? La loi de la vibration. Pourquoi est-ce elle qui régit? Parce qu'un taux vibratoire supérieur gouverne, modifie, contrôle, change et détruit tout taux vibratoire inférieur. Ce système de thérapeutique mentale est-il généralement reconnu? Oui, il existe littéralement des millions de personnes dans ce pays qui l'utilisent sous une forme ou sous une autre. Et bien plus, évidemment, de par le monde. Quel est le résultat de ce système de pensée? Pourquoi la première fois dans l'histoire est-il possible d'établir la faculté de raisonnement supérieure de tout homme grâce à une vérité démontrable qui inonde rapidement le monde maintenant? Ce système est-il applicable à d'autres formes d'approvisionnement? Il satisferait tout besoin et nécessité humaine. Ce système est-il scientifique ou religieux? Les deux. La vraie science et la vraie religion sont jumelles. Là où l'une va, l'autre suit nécessairement. Le maître, autrefois, détenait une autorité ferme et indiscutable sur la classe et ses élèves. Son statut politique ne pouvait, sous aucune condition, être objet de critique de la part des élèves. Depuis quelques décennies, la position autoritaire du maître a été bouleversée. Les nouveaux idéaux pédagogiques l'obligent dorénavant à se rapprocher des élèves, à être attentifs à leur vécu, à leurs carences affectives, à leur univers psychologique et social intime. Dans ce contexte, vont facilement se créer des liens de familiarité, certains diront de quasi-parenté, entre les élèves et le maître. Or, il semble que cette familiarité soit difficilement propice à la reconnaissance de l'autorité du maître. La familiarité, enveloppe d'un voile amoureux, rend quelquefois périlleuse la gestion de la discipline en classe. Comment, si le maître est trop près de l'élève, lui dire non? Comment l'obliger à travailler, à avoir de bons résultats scolaires? Il en va alors de la capacité du maître à capter l'attention des élèves, à soutenir leur éveil et leur désir de connaître, mais aussi à entretenir la discipline et l'ordre dans la classe. On pourrait remarquer ici que les philosophes ont précisément pour mission d'enrichir à la fois le vocabulaire et la pensée par des distinctions fécondes. Si nul n'est plus fameux qu'Aristote, c'est que nul n'a poussé plus loin que lui les découvertes de ce genre-là. Ainsi, comme l'a remarqué M. Boutroux, c'est à lui que nous devons la distinction du genre et de l'espèce, celle du mouvement et de l'énergie, de la contradiction et de l'opposition, du fabriqué et de l'agir, de la puissance et de l'acte, de l'induction et de la déduction, de l'essence et de l'accident, de l'argument dialectique et de l'argument démonstratif, de ce qui est antérieur en soi et de ce qui est antérieur à notre point de vue. Voilà les inventions propres aux philosophes. Et le service qu'elles ont rendu à la pensée est si grand qu'on a pu croire qu'Aristote était le philosophe par excellence. C'est beaucoup d'avoir apporté au monde un système qui satisfasse l'intelligence. Mais les meilleurs systèmes sont caducs, et celui d'Aristote a vieilli. Le mérite propre à Aristote
est à notre sens d'un autre ordre. Il a créé une langue naturelle nécessaire à la pensée, et que celle-ci n'abandonne jamais sans dommage. En tout cas, il a donné l'exemple de ce que doit être le travail du penseur. Il part d'un terme donné dans l'usage, et ce terme l'aide à débrouiller l'écheveau des apparences. Il le repense, et alors il est obligé d'en étendre ou d'en restreindre le sens, et parfois de le compléter par un terme nouveau. Mais s'il veut que cette création ait quelque chance de durer, le mot nouveau qu'il propose doit être dans le fil de la tradition. C'est ce que feront Descartes et Pascal. À Descartes, on doit la belle distinction de l'infini et de l'indéfini, du concept et de l'idée, de la clarté et de la distinction, de l'ordre et de la mesure. À Pascal, qui se tint plus près de la langue commune, celle de l'esprit de géométrie et de l'esprit de finesse, de l'instinct et de la raison, de la charité et de l'esprit. Je ne sais à qui il faut rapporter la distinction de l'amour affectif et de l'amour effectif. Comme elle éclaire, qu'elle est lumineuse aussi la distinction des motifs et des mobiles pour comprendre la liberté. Et de nos jours, la philosophie de M. Bergson a enrichi la pensée des catégories nouvelles, comme celle du temps et de la durée, des genres et des lois, du souvenir et de l'habitude, de l'intuition et de l'intelligence, de la religion statique et de la religion dynamique, des âmes closes et des âmes ouvertes. Et son disciple Péguy parlait aussi de la mystique et de la politique, des morales souples et des morales raides. Comme il faut remercier Maurice Blondel pour nous avoir appris à ne pas confondre le notionnel et le réel, la pensée dégagée et la pensée engagée, l'action et l'activité, et après Claudel, animus et anima. Nous signalerons aussi dans cet ordre d'idées les clartés, parfois bien illusoires et pédantes, parfois aussi très utiles et incisive, qu'on obtient par la séparation du participe passé et du participe présent. Les philosophes de notre temps en ont souvent abusé. Ils nous diront ailleurs pourquoi. Ainsi, quand ils nous parlent de nature naturante et de nature naturée, de l'homo hominans et de l'homo hominatus. Mais il faut convenir que parfois ce genre de distinction éclaire. Lisez par exemple ce passage de M. Édouard Leroy. Il y a pour une idée deux manières de croire en évidence, en richesse et en pureté de lumière, devenir de plus en plus éclairé ou de plus en plus éclairant. Le deuxième cas est le seul possible quand il s'agit d'un principe au sens fort du terme. Il devient lumineux par les services d'explication qu'il rend. Ainsi doit-il en être de la liberté. La notion n'est pas de celle qu'on puisse tenter d'éclairer au moyen d'autres notions. Il faut suivre une voie inverse, puisqu'un acte libre n'est tel que dans la mesure où il n'est non pas donné, mais donnant. On peut dire que tout le travail véritable de la pensée aboutit à une heureuse dissociation. C'est sans doute parce que la pensée va dans le sens inverse de la passion. La passion confond, ou plutôt, elle est confuse par essence. Signalons aussi certaines de ces couples de notions qui peuvent nous aider à penser les choses publiques. Ne devrait-on pas distinguer le communisme de l'esprit de communauté, l'individualisme du personnalisme, la dictature de l'autorité, le bluff de la menace, l'ordre de la tyrannie, le commandement de la contrainte, l'obéissance de la servitude et de même la liberté de la licence, le peuple du collège électoral et d'une manière plus générale le citoyen de l'électeur ou encore l'esprit civique de l'esprit politique. La pensée se compose d'idées et l'expression de la pensée par la parole se compose de mots. Voyons donc d'abord ce que sont les idées en elles-mêmes. Nous verrons ensuite ce que sont les mots relativement aux idées, et ou, si l'on veut, ce que sont les idées en tant que représentées par les mots. Bon, les idées. Le mot idée du grec voir signifie relativement aux objets vus par l'esprit.
La même chose qu'image, en relativement à l'esprit qui voit. La même chose que vue ou perception. Mais les objets que voit notre esprit sont ou des objets physiques et matériels qui affectent nos sens, ou des objets métaphysiques et purement intellectuels tout à fait au-dessus de nos sens. L'idée est, par rapport au premier, la connaissance qu'on en prend. Parce qu'on n'a guère qu'à les voir pour les connaître. Elle est, par rapport au second, la notion qu'on s'en forme. Parce que, bien qu'il soit de nature à frapper immédiatement notre âme, ce n'est pourtant pas sans de grands efforts de réflexion qu'on peut en saisir et en déterminer les traits. Voilà donc l'idée, dès le principe où la connaissance qu'on prend, ou la notion qu'on se forme d'une chose. Et voilà aussi, déjà, deux sortes d'idées distinctes, l'idée physique et l'idée métaphysique, qui, relativement aux mœurs, s'appelle idée morale. L'idée, soit physique, soit métaphysique, ne peut être qu'une idée plus ou moins complexe, si l'objet en est une substance réelle, et non pas purement abstraite. Parce que toute substance de ce genre, quelque simple qu'elle soit en elle-même, est nécessairement plus ou moins composée quant aux qualités qu'on peut distinguer en elle, et quant aux rapports sous lesquels on peut l'envisager. Que ne distinguez-vous pas, par exemple, dans Dieu lui-même, tout pur esprit et tout un et indivisible qu'il est? D'abord, si vous le considérez quant à sa nature, l'éternité, l'immensité, l'indépendance absolue, la toute-puissance, la sagesse, la bonté infinie, la science universelle, enfin, toutes les perceptions et les perfections au plus haut degré. Puis, si vous le considérez par rapport aux créatures, les titres de créateur, de père, de juge, d'arbitre, de rémunérateur, de vengeur, de sauveur, et tant d'autres encore. Or, une idée complexe, que l'on appelle aussi idée composée, comprend nécessairement dans son ensemble plus ou moins d'idées partielles. Ce sont toutes celles qui ont pour objet les différentes qualités et les différents rapports de la substance qu'elles représentent. Les idées partielles sont évidemment simples par rapport à l'idée complexe dont elles font partie, mais elles peuvent être quelquefois elles-mêmes complexes à l'égard d'autres idées plus simples. Il n'y a de véritable simple que celle qui se refuse à toute analyse. Simple ou non, toute idée partielle, en tant qu'unie à son sujet, c'est-à-dire à l'idée complexe, est une idée concrète, ou, si l'on veut, qualificative, modificative, et enfin adjective. Le soleil lumineux, le feu ardent, Dieu juste, la vertu aimable. Concret, du latin concrescere. Crescere comme, croître avec, signifie à peu près ajouter, joint, uni à. Toute idée concrète, unique dans l'objet de l'idée complexe, une qualité, une action ou une passion, elle indique, dis-je, que cet objet est sujet, agent ou patient pour une chose ou pour l'autre, qu'il est, par exemple, doux, léger, pesant, tranquille ou roulant, heurtant, poussant, conduisant ou roulé, heurté, poussé, conduit, etc. Tant qu'une idée se rapporte immédiatement à tel objet particulier et individuel existant à titre de substance, elle est individuelle. Mais il n'est donné qu'à Dieu seul d'embrasser d'une seule vue tous les individus quelconques et de les voir en même temps tous ensemble et tous un à un. La faiblesse de notre esprit nous oblige à remarquer les traits frappants communs à plusieurs et à former de tous ces divers traits réunis des idées plus ou moins générales, qui sont des idées de genre ou d'espèce, et peuvent s'appliquer à tous les individus du genre et de l'espèce sans appartenir exclusivement en propre à aucun. Une conception de la rationalité. Les présuppositions fondamentales définissent une conception de la rationalité. Par le fait même, elles établissent la possibilité d'avoir raison. Pour ce faire, il faut qu'elle soit partagée et reconnue par tous,
et par tous les interlocuteurs, qu'elles s'imposent comme des évidences et des obligations. La conception largement dominante aujourd'hui de la rationalité tient pour évident, comme allant de soi, des principes comme les événements, les choses, les êtres sont liés entre eux. Le fait fondamental est le fait de la relation. Il y a une multiplicité de relations spécifiques possibles. Le fait rationnel est polymorphe. Les événements, les choses, les êtres forment un système dans lequel les événements, les choses, les êtres sont interactifs. Comprendre, c'est reconnaître, trouver ou inventer des liens, c'est prendre avec, c'est mettre un événement, une chose, un être en relation avec d'autres événements, d'autres choses, d'autres êtres. C'est mettre de l'ordre de la cohérence. Comprendre, c'est le résultat d'un travail collectif, de débat, de discussion, de délibération. Il y a des hiérarchies de sorte qu'un événement, une chose, un être vaut plus ou moins qu'un autre événement, qu'une autre chose, qu'un autre être. Il est meilleur ou pire, plus important ou moins important. Il y a des obligations et du facultatif. Il y a une différence entre les faits et les valeurs, entre dire « ceci est juste »,« ceci est mieux » et « j'approuve ceci ». Le premier jugement se présente comme devant être accepté par tous, alors que le deuxième relève de la conscience individuelle, de la subjectivité, bien qu'il puisse lui aussi être accepté par tous, à la condition de s'appuyer sur des raisons, de se présenter comme un objet de débat, de discussion, de délibération. Tout ce qui arrive a une cause. Tout ce qui arrive est le résultat de quelque chose, une action, un processus, un but, une structure, etc. Toute action produit des effets, résultats, conséquences. Il y a des régularités causales, de sorte que le calcul et la prévision des effets sont possibles. Ce qui fait partie d'un ensemble possède de quelque façon les attributs ou caractéristiques de l'ensemble. Il y a des signes, des annonces, des présages, des indicateurs. Un événement, une chose, un être peut annoncer un autre événement, une autre chose et un autre être sans qu'il en soit la cause. Il est un signe, une annonce, un présage, un indicateur. Bon, pour en conclure, je vais parler de comment la méthode de division peut éclairer le problème des vertus. Depuis que la pensée humaine s'est appliquée à la perfection des mœurs, on se préoccupe de classer et de dénombrer les vertus. Mais, ce qui est en cette matière porte le plus à penser, ce n'est pas de nommer les vertus et de les séparer des vices. Ce n'est pas même de chercher les vertus primaires et fondamentales d'où les autres s'engendrent, comme l'ont fait Descartes et Bossuet, par exemple. C'est de remarquer ce que j'appelais l'ambiguïté des vertus et l'ambiguïté des vices, ou pour employer une vieille formule, c'est de discerner les esprits. À ce premier carrefour, considérons ces deux attitudes de l'âme que nous appellerons générosité et avarice, entendant par générosité la tendance qui nous porte à nous répandre et à nous donner aux autres, par avarice celle qui nous pousse à retirer de l'usage et à réserver pour une jouissance solitaire, éventuelle, soit les choses qui nous appartiennent, soit notre être même. Supposons donc que nous ayons choisi d'être généreux. Nous n'avons pas résolu par là tout le problème de l'action morale. C'est qu'il ne suffit pas d'avoir choisi la générosité. Bien vite, vous trouverez sur votre route deux sortes de générosité. L'une est ostentatoire, et elle donne un aliment à l'amour-propre, car rien n'est plus doux que l'approbation publique de gens de bien. L'autre est discrète, et elle ne tient pas à savoir qu'elle a donné. Évidemment, il faudrait ici deux mots différents. On a bien pharisaïsme, manifestation ostentatoire, et hypocrite de vertu ou de piété, et charité. Mais ils ne correspondent pas tout à fait à ce que nous voulons dire.
Le pharisaïsme est hypocrite, et la générosité qui se pavane peut demeurer sincère. Quant à la charité, elle s'étend plus loin qu'une générosité discrète, puisque dans son sens premier et originel, elle implique qu'on préfère l'autre, ou du moins qu'on l'aime autant que soi-même. Mais considérons la générosité discrète. Croyez-vous qu'il suffise de l'avoir choisi pour être parfait? Non, car dans cette discrétion même, il peut se retrouver encore un attachement à la discrétion et une comparaison où l'on se donne l'avantage. Il est une manière pharisienne d'être publicain. Celui qui se méprise, disait Nietzsche, s'honore lui-même comme contempteur. En revanche, l'avarice peut se corriger. Il est une avarice sordide qui a été souvent décrite par les romanciers et qui est blâmable. Songez à Harpagon ou au père Grandet. Mais il existe également une avarice prévoyante qui est bien proche de l'économie. Distinguer la possession de l'usage, préférer l'avoir au jouir, réserver au lieu de consommer, c'est un sacrifice difficile à notre nature friande et qui ne sait pas attendre comme on le voit chez les enfants. Ce que nous appelons fortune, patrimoine, héritage suppose presque toujours une avidité à retenir et une hésitation à dépenser, qui est bien proche de l'avarice. Il est donc des avarices quasi vertueuses. Il faudrait encore leur trouver un nom et le vieux français employait avare. Dans ce sens-là, on louait Turenne d'être avare du sang de ses soldats. Avare, dans ce cas, s'oppose à prodigue. Cette avarice vertueuse, nous ne lui trouvons pas de nom, et aucun type de comédie n'est venu suppléer à ce manque. Il est vrai que ce ne serait pas un type comique. Il faut quelques excès pour prêter au rire. Cet exemple suffira sans doute pour nous bien persuader que les formes de ce qu'on appelle le bien peuvent aussi comporter du mal et qu'en revanche, celles qui sont médiocres peuvent acheminer vers le bien. On pourrait faire des observations analogues au sujet de la vanité. Il est des âmes que les honneurs perdent. Ce sont celles qui ne savent pas discerner cette légère fumée d'approbation qu'engendre le pouvoir, l'or et l'autorité. L'odeur d'encens les grise. Mais il y a aussi parmi les chefs des natures qui ont besoin d'une certaine pompe de langage, d'un certain accompagnement de louanges, d'un certain chuchotement d'approbation de la conscience, d'un certain effet. Et cela est bon. Le goût des honneurs vous amène à désirer les charges et il vous y fixe. Une fois installé, on est comme vissé dans son fauteuil présidentiel ou dans sa chaire. On est vertueux, non pas tant par sacrifice ou par un amour parfait du bien public, mais parce qu'il est impossible de faire autrement. Puis, par habitude, peut-être enfin spontanément, et parce que, tout compte fait, l'honnêteté est ce qui est le plus stable et le plus sûr. Leibniz, qui était un habile homme, a quelque part cette pensée: si les hommes ne pouvaient devenir ambitieux ou avares, il serait difficile, dans l'état présent de la nature humaine, qu'ils puissent devenir assez vertueux et raisonnables pour travailler à leur perfection malgré les plaisirs présents qui les entourent. Ces deux changements secrets, l'un du bien apparent vers un mal caché, l'autre du médiocre vers un bien solide, c'est l'histoire de la plupart. Or, chaque chose curieuse, nous avons des mots pour désigner la corruption de nos qualités. Ainsi, nous distinguons courage et témérité, prudence et pusillanimité, bienveillance et débonarité, pudeur et pudibonderie. Mais nous manquons de mots pour désigner la conversion de nos défauts. Ainsi, comment appeler cette forme d'avarice qui se change en économie, cette intempérance qui devient sobre par calcul, cet égoïsme qui finit par rendre service, cette folie de jeunesse devenue innocente et plaisante, cette ambition qui engendre la fatigue sincère pour le bien public.
Gageons que celui qui réfléchirait à toutes ces choses aurait des pensées sur la nature humaine. Le jeu est une notion globale qui couvre la totalité de l'existence humaine. Il est un mode d'exister, d'agir et d'être au monde qui fait de l'homme un joint dans toutes ses manifestations humaines. Libre déploiement de toutes les virtualités et toutes les potentialités de l'homme, le jeu ne se confine pas aux quelques activités ludiques que les loisirs peuvent nous offrir dans le temps libre en dehors du travail, car il touche aussi bien le travail et la technique que la science et la transformation sociale et écologique, aussi bien la praxis radicale que la praxis quotidienne. Éric Volland, Le jeu des affranchis.